Dans l'actualité de ce 20h, le mécontentement des habitants de la cité à Lambra, ils s'insurgent contre le prochain recensement et le coût de cette opération et estiment par ailleurs que la gestion de la dite cité serait de la responsabilité du centre technique de l'habitat. On le verra dans un reportage signé de Cabrel Guillain Lemami. Assure également dans le journal le ouf de soulagement des petites et moyennes entreprises du secteur des travaux publics. L'administration de tutelle s'engage à favoriser davantage leur accès au marché public. Les précisions dans un instant de Marie-Jo Moussavou Makondi. Et puis, dans quelles conditions les apprenants de l'école publique du district de Dienga débuteront-ils les cours au regard de l'état de dégradation avancé de cet établissement? Une situation qui préoccupe à plus d'un titre la population locale. Lariska Laure Mamengi nous fera le point dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le Conseil économique, social et environnemental sollicite le soutien du gouvernement pour l'exécution de ses missions. C'est d'ailleurs l'essentiel de la rencontre ce matin entre le président de cette institution, René Ndemezo-Obiang, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogé Bekale. Les précisions de Lolita Obono Médard Nguyen. Plusieurs préoccupations étaient au centre des échanges entre les deux personnalités. René Ndemezo-Obiang a saisi l'occasion pour congratuler l'action du chef du gouvernement et évoquer avec ces derniers la situation du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil connaît une nouvelle mandature. C'est une mandature qui va de 2018 à 2023. Ça suppose que les nouveaux membres du nouveau bureau du Conseil puissent avoir un équipement adéquat pour bien accomplir leur mission. Autre sujet abordé, la célébration du 60e anniversaire de l'institution, l'organisation de l'élection de l'Assemblée générale de l'institution panafricaine, en un mot, les difficultés budgétaires auxquelles l'institution est confrontée. Nous avons rappelé à la haute attention du chef du gouvernement, le Conseil économique, social et environnemental va fêter ses 60 ans, que nous avions posé en son temps le problème de l'organisation de ce 60e anniversaire. Et le chef de l'État avait trouvé qu'il était judicieux que le gouvernement nous aide à le réaliser parfaitement. Nous avons obtenu au mois d'avril de cette année, à l'occasion d'une réunion du bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, le privilège en 2021 d'abriter l'Assemblée générale élective de cette institution panafricaine. C'est avec assurance d'un avenir en confiance que les deux personnalités se sont dit au revoir. L'organisation patronale des médias était en séance de travail ce matin au ministère de la Communication. Le ministre et ses hôtes ont abordé plusieurs dossiers liés à ce secteur. Je vous en propose précision avec Claude Boussougou Matomba. Les responsables d'organes de presse chez le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Avec la tutelle, l'organisation patronale des médias a pu échanger sur un certain nombre de dossiers. Le code de la communication, l'ordonnance qui crée la haute autorité de la communication, la subvention que l'État accorde à la presse, sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Avec le ministre, il était question que nous soumettions à l'autorité les difficultés que nous rencontrons, notamment avec certaines dispositions du Code de la communication. Nous avons reçu auprès du ministre une attention particulière et non seulement il a décidé de nous accompagner sur ces dossiers, mais également nous sommes accordés pour que dans les prochains jours, avec les cadres du ministère, nous ayons d'autres rencontres pour essayer de regarder point par point l'ensemble de ces dossiers-là. Devant un ministre très sensible aux problèmes posés par les patrons de presse, le PAM a également précisé que certains articles du Code de la communication sont quelquefois moins appliqués que d'autres. Notamment les articles 12 et des articles 180, 107 et 108. En gros, que disent ces articles ? S'agissant de l'article 8, il était question de dire au ministre que la loi prévoit des droits de réponse et des droits de rectification. Sauf que dans son fonctionnement, la haute autorité souvent ne s'appuie pas sur ces dispositions-là. Le ministre, à son tour, a souhaité que la presse soit désormais plus responsable dans ses prises de position et a par ailleurs exhorté à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Les sources doivent être bien vérifiées avant toute publication.
On parle économie comme annoncé en titre. Après une longue période de discussion, les petites et moyennes entreprises du secteur des travaux publics obtiennent enfin gain de cause. L'administration de tutelle s'engage à favoriser davantage leur accès au marché public. Marie-Jo Moussavou, Makondi, Richard Moubiwa pour le point. Obtenir un coup de pouce pour avoir une part du gâteau, c'est-à-dire les chantiers initiés par l'État, voilà une des éventuelles revendications des entrepreneurs locaux. Ils finissent par avoir gain de cause après la rencontre avec le ministre des Travaux publics. Nous avons tous réfléchi et nous nous sommes accordés sur une convention cadre. Le but de cette convention cadre, c'est de donner la primeur de certaines activités, comme la location des engins, qui ne nécessitent pas une expertise extraordinairement grande, mais a quand même besoin de beaucoup de moyens. Contrairement à la partie travaux qui elle est un peu plus lourde, nous nous sommes dit qu'on pouvait réserver la partie location d'engins aux PME de compatriotes. Donc l'idée pour nous, c'est de les amener à travailler ensemble, créer des groupes d'intérêt de façon à ce qu'ensemble ils puissent à la fois suivre un peu la gestion que les uns et les autres font de leurs entités, mais également se projeter auprès d'une banque, auprès d'un établissement de crédit avec un peu plus de crédibilité. Ces innovations mises en relief par le ministre des TP Arnaud Calixte Ngonji Alandji trouvent naturellement un écho positif du côté des PME. On est ravis déjà de la perche que le ministre nous tend. Nous sommes très ravis parce que ça concerne essentiellement, exclusivement les PME gabonaises. En tant que dirigeant d'un groupe, vraiment je suis très content, c'est tout ce que je peux dire, je suis même étonné. Il reste évidemment aux entrepreneurs de mettre de côté les divergences pour tirer davantage profit des nouvelles dispositions en vigueur. Il est plus qu'impérieux de réhabiliter la voie ferrée au regard des derniers incidents survenus. La préoccupation était au centre des réflexions ce matin au cours d'une réunion entre les responsables du comité de convention sur la concession du Transgabonais, les techniciens du ministère des Transports et l'ARTEF. Georges Kombila, Victor Mundunga pour le point. Élaborer un plan de remise à niveau du Transgabonais. C'est le but de la rencontre entre les responsables de CETRAG, Société d'exploitation du Transgabonais, le ministère du Transport, l'ARTEF, Autorité de régulation de transport ferroviaire. Ce qui a été décidé, c'est que le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre des Transports et du Tourisme, M. Justin Dodongoy, se rapprochera de son collègue des TP pour voir, pour mettre en place une commission qui travaillera avec l'ARTEF et CETRAG pour que tous ces projets, nous ayons l'aval quand même des TP qui sont experts en la matière. Le président du comité de suivi ressente les enjeux d'un tel projet. L'État et CETRAG ont signé un plan de remise à niveau du Transgabonais. Et dans le cadre de ce plan, l'État finance une partie des travaux ainsi que la CETRAG. Donc régulièrement, nous nous retrouvons avec l'opérateur pour faire le point de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. La principale innovation est le renouvellement des traverses. Aujourd'hui, ce sont des traverses en bois. Et maintenant, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de remise à niveau, nous allons passer à des traverses en béton bibloc. D'autres innovations concernent les gares, la gare de Libreville, nous aurons une nouvelle gare, la gare de Franceville et un certain nombre de gares entre ces deux villes. Et nous avons également des mesures qui concernent la sécurité. Les travaux qui ont été déjà réalisés sur près de 90 km prendront fin en 2024. Dans le reste de l'actualité, Libreville, la métropole abrite depuis ce matin l'atelier de validation du rapport national des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Eh bien, les assises de la capitale gabonaise sont à l'initiative du PNUD. Le ministre de l'économie, Roger Onomba, ouvrait les travaux. Guifren Dongobian, Hervé Zingué étaient de la partie. Faire le point des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, c'est la directive de cet atelier de validation du rapport national. Cet atelier se distingue par le fait qu'il apporte sur un rapport conjoint des deux agendas, 2030 et 2063. Les rapports de nombreux pays africains sont limités à ne rendre compte que de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En cela, celui du Gabon, il convient de souligner, est le premier du genre
à combiner les deux agendas comme le recommande la Commission de l'Union africaine et la Commission des Nations unies pour l'Afrique. En ouvrant les travaux, Roger Ovonomba, le ministre de l'économie, est revenu sur les efforts consentis par le Gabon. Le rapport soumis à validation ce matin est le premier qui rend compte conjointement de la mise en œuvre des deux agendas. Il se fonde sur les données issues des enquêtes nationales, des rapports sectoriels et des rapports internationaux. Il prend aussi en compte les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du PGE et ses déclinaisons sectorielles. Au-delà de la mesure du progrès, ces autres objectifs sont d'une part de nous donner une situation de référence pour les autres rapports et d'autre part procéder à une revue de nos initiatives en matière de développement. Pendant 2 jours, les administrations, le secteur privé, la société civile, les universitaires, les partenaires techniques et financiers sont appelés à se prononcer sur le fond et la forme du rapport soumis à leur appréciation. Direction l'étranger, en plein cœur de la province du Hubei, au centre de la Chine, le musée de Wuhan retrace le mythe de la tour grue jaune, une tour qui renferme plus de 1700 ans d'histoire. Envoyé spéciaux Martial Edgar Chibinda, Joyce Lorna Awangi. Située en plein centre de la ville de Wuhan, au sud du fleuve Yangtze, la tour de la grue jaune compte parmi les 3 tours les plus connues de la Chine. Créé en 223 après Jésus-Christ, le site, d'abord utilisé pour la surveillance militaire, renferme aujourd'hui une histoire vieille de plus de 1700 ans, véhiculée à travers des milliers de poèmes racontant l'histoire mystérieuse de la grue jaune. Nous sommes sur le mont du Serpent, séparé du mont de la Tortue par Yangtze, le plus grand fleuve de Chine. À l'entrée de la tour, cette cloche en métal de 21 tonnes pour commémorer l'entrée au XXIe siècle est l'une des principales attractions. Si l'aspect extérieur présente 5 étages apparents, l'intérieur, lui, en compte 9. On y trouve des écrits, des dessins, des peintures, tous racontant une histoire bien précise liée à la province du Hubei. Ici, l'histoire de la dynastie Shu, ancien empereur. Là, celle du fleuve Yangtze. Sur ce mur, bien en évidence, le fameux mythe de la grue jaune. Le site, aujourd'hui touristique, fait l'orgueil de la ville de Wuhan. Après sa dernière destruction en 1884, il a été rebâti non plus en bois, mais en pierre et en béton. Les touristes, à 90% nationaux, affluent quotidiennement et constituent un bon chiffre d'affaires. On parle de 8000 personnes par jour en saison basse et 80 000 en haute saison, à raison de 10 yuan par personne, l'équivalent de 1000 francs CFA environ. À Libreville, parlant environnement au Gabon, la protection des pachydermes est certes une priorité pour les plus hautes autorités. Cependant, la situation des populations rurales dont les plantations subissent les assauts des éléphants reste préoccupante. Une ONG tire la sonnette d'alarme sur la question à la faveur d'un point de presse. On en parle avec Miranda Ngué et Alexandre Kogé. En Afrique centrale et notamment au Gabon, les conflits hommes-femmes sont devenus légion, se traduisant par la destruction des champs des communautés rurales avec pour impact immédiat la famine. Les plus exposés sont les femmes et les enfants qui subissent la faim avec à la longue des risques de famine. L'insécurité alimentaire, les pénuries de denrées alimentaires et la dépendance aux produits d'importation, le plus souvent pas fiables dans les zones rurales, est très onéreux, ce qui entraîne l'inactivité et accroît le chômage. Malgré plusieurs cris d'alarme des populations et des ONG, les pouvoirs publics tardent à apporter des réponses à ce phénomène. Aussi, nous souhaitons la mise en place d'un comité pour évaluer les dégâts issus de ce conflit et leur ampleur. C'est pourquoi nous interpellons l'État gabonais, les organismes nationaux et internationaux, l'Assemblée nationale et le Sénat, à prendre leur devoir, celle de prendre des lois pour la protection de l'homme dans le conflit homme-faune. Devant l'urgence, l'ONG L'Écho du Gabon préconise d'évaluer sur l'ensemble du territoire national, les jours à venir, les dégâts occasionnés par cette espèce animale.
La lutte contre les captures illégales de poissons, entre autres sujets au cœur de la 22e session du comité des pêches pour l'Atlantique Est. Les travaux conjointement organisés par le gouvernement gabonais et la FAO. Les précisions de Marie-Jo Moussavou Makonde et Richard Mobiwa. Jusqu'à jeudi, les participants à cette rencontre régionale vont examiner à la loupe les recommandations des experts visant à l'amélioration du fonctionnement du COPAS, l'évaluation des stocks à exploiter et évidemment la gestion rationnelle des ressources halieutiques et de leur chaîne de valeur. La proportion de stocks de poissons commerciaux évalués à un niveau biologiquement non durable est ainsi passée de 10% en 1974 à 33% en 2015. Cette dégradation tendancielle de la situation des ressources laisse planer de sérieuses menaces quant à la contribution durable de cette ressource naturelle pour le bien-être économique et social des millions d'individus bénéficiant directement ou indirectement des retombées d'exploitation des ressources halieutiques. À l'heure du développement durable, une riposte concertée s'impose plus que jamais. C'est ensemble qu'en connaissance de nos ressources communes, nous pourrons lutter contre la pêche illégale afin de préserver pour des générations et des générations encore notre capital. La gestion adéquate des stocks à travers des plans d'aménagement des pêcheries marines est une nécessité. Il n'est pas possible d'être performant si nous ne partageons pas les expériences sur la collecte, l'analyse et la diffusion des données. Attendu au terme de 3 jours d'échange, des recommandations pertinentes pour doper le secteur de la pêche dans la sous-région de l'Atlantique Centre-Est. Et de l'environnement social, sans transition, les habitants de la cité à Lambra montent au créneau. Ils s'insurgent contre le prochain recensement et le coût de cette opération. Ils estiment également que la gestion de la dite cité est de la responsabilité du centre technique de l'habitat. Qu'après Kilan, les Mami et Guy Franklin, Mamenga nous font le point. Mangenga nous font le point. Un nouveau recensement des occupants des logements de la cité à Lambra pourrait avoir lieu d'ici peu. C'est donc pour dire non à cette décision que les populations de ce site se sont réunies en assemblée générale. L'opération de recensement, selon eux, devrait coûter 50 000 francs CFA par ménage. Les résidents n'étaient pas en fait au courant de tout ce qui devait se faire après le recensement. Et plus les informations supplémentaires nous ont été données, c'est-à-dire le paiement d'une somme de 50 000 francs avant l'établissement du contrat, puis la signature du contrat, sans tenir compte en fait de l'aspect social même de logement. Donc il faut qu'on s'accorde avec la tutelle, la direction centrale du centre technique de l'habitat, afin de voir les priorités. Parmi les priorités, nous avons le problème d'eau, nous avons le problème d'électricité, nous avons le problème des fosses septiques. Autre problème embarrassant pour les résidents de la cité à Lambra, la gestion des logements par le centre technique de l'habitat et la mise en place d'une nouvelle commission d'attribution des logements. Les populations vivent sans commodité ici, pas d'électricité, pas d'eau. Et le CTH de venir nous brandir un arrêté que jusqu'à présent, quand nous arrivons au journal officiel, n'existe pas. Et cet arrêté, nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, cet arrêté n'abroge pas cet arrêté que je suis en train de brandir maintenant. Donc sincèrement, c'est un peu le ras-le-bol des populations. Nous avons des logements, nous attendons juste que les autorités nous fassent des contrats en location-vente et en bonne et due forme. Pas les débats ou bien les discussions ou bien les insultes. Toutes ces mesures annoncées soulèvent des inquiétudes auprès des actuels occupants dont les regards sont désormais rivés sur le ministère de l'Habitat. Allons en province maintenant, enfin dans le Guélolo sud-est du Gabon, de la série d'installations des personnels de commandement. Eh bien, le nouveau sous-préfet de Popa a pris officiellement ses fonctions. C'était en présence de nos reporters Dieudonné Rongou et Constant Ondomba. Pour clôturer cette série d'installations des personnels de commandement nommés en Conseil des ministres dans sa session du 1er août dernier, Rodrigue Ondo a donc pris officiellement ses fonctions de sous-préfet du haut du mont Inyanga dans le district de Konadébé, chef-lieu Popa. Pour se plier à ce rituel et cela, sous habilitation express de Madame le gouverneur de Logololo, le préfet central de Koulamoutou ne s'est pas fait prier et cela en présence d'autorités politico-administratives de la localité, parmi lesquelles l'honorable député Pacong Bélé Boubeya, qui devait, au nom des populations, remercier les plus hautes autorités du pays. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir,
celui de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'avoir, après 8 années de bons et loyaux services faits par le sous-préfet sortant, M. Bouyoubeka, nommé quelqu'un de jeune, de dynamique, aux fonctions donc administratives et responsables de la sous-préfecture donc du district de Popa. L'impétrant, comme il est d'usage, n'a pas manqué de remercier les autorités pour la confiance placée en sa personne. Je mesure l'honneur qui m'a été fait par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, en me nommant dans ses fonctions à l'issue du Conseil des ministres du 1er août 2019. Comme le dit un vieil adage, le maçon sera jugé au pied du mur, à charge désormais au nouveau sous-préfet de le confirmer. Et nous restons dans l'Oguelolo. Là-bas, la population du district de Dienga se préoccupe à plus d'un titre de l'état de dégradation avancée de son école publique à quelques semaines de la rentrée des classes. Larissa Laure Mamengi, Bertin Osaga. L'école publique de Dienga est dans un état de délabrement très avancé. Les conditions académiques réglementaires ne sont visiblement plus réunies depuis belle lurette. En plus de la vétusté des bâtiments, l'absence de portes dans certaines classes pour sécuriser les tables bancs, les latrines, c'est une autre histoire. Les logements du corps enseignant en poste dans cette école sont d'autant plus dégradés. Les conditions de sécurité ne sont pas réunies, portes, fenêtres cassées. Bien que les agents de l'État sont appelés à exercer partout où le besoin se fait sentir, il est utile de signaler qu'un minimum de conditions est requis pour un bon rendement. À quelques semaines de la rentrée académique, le ministère de l'Éducation nationale est attendu sur cette question de restauration des établissements en zone rurale. La planète a célébré ce mardi 17 septembre la journée mondiale de l'arthrose. C'est une maladie aux causes multiples qui affecte les personnes d'un certain âge. Quels sont les signes précurseurs de cette maladie? Quel est son traitement approprié? Les précisions de Frédéric Yendamokula, Patricia Lidier-Mollet et Gérard Nanganga. L'arthrose, encore appelée l'arthropathie chronique dégénérative, est une maladie qui touche essentiellement certaines articulations. Quelles en sont les causes et symptômes? C'est une maladie qui est plus fréquente chez les sujets de plus de 60 ans. Et il faut savoir aussi qu'il y a d'autres facteurs étiologiques tels que le surpoids, voire l'obésité. Il y a les sollicitations aussi mécaniques répétées, l'activité manuelle. Pour ceux qui restent longtemps justement en position debout aussi, ça peut être un facteur favorisant. Il peut y avoir une prédisposition génétique. Le docteur Doris Malekou, spécialiste, revient sur les différents traitements proposés par la médecine moderne. En principe, le traitement, il est symptomatique. Donc, on soulage les symptômes. Le patient, quand il consulte pour une douleur. Donc, en fonction des cas, le traitement sera antalgique. S'agissant du genou, puisque c'est la forme la plus fréquente, le patient peut venir avec un gros genou, il y a du liquide là-dedans, il faut au préalable retirer et par la suite, on fait une infiltration d'anti-inflammatoire qu'on appelle infiltration cortisonique. Nonobstant tous ces éléments curatifs, d'aucuns estiment qu'il n'est pas toujours évident de guérir de cette affection, docteur. Le patient qui présente une arthrose et chez qui on ne traite pas les facteurs étiologiques, c'est-à-dire la déformation ou bien par exemple le surpoids qui est là, celui-là, il souffrira souvent de cette douleur. L'arthrose, une maladie aussi grave, aurait pu bénéficier d'une sensibilisation à grande échelle à l'occasion de cette journée, à l'instar d'autres pathologies telles que le sida ou le paludisme. Dans le focus que vous suivrez momentanément, notre rédaction s'est proposée vous édifier sur la genèse et l'historique de certains quartiers de Libreville. Ce soir, l'étape du 4e arrondissement de la capitale en compagnie de Betty Nzembe et Rodolphe Limbonda. L'histoire du 4e arrondissement de la commune de Libreville remonte à plusieurs années. Les Pongouais seraient les premiers habitants de cette partie de la capitale, précisément ceux du quartier Glace. Au fil du temps, d'autres ethnies et même certaines communautés étrangères se sont installées. Auparavant, le 4e original connu était regroupé autour du quartier Glace. Et bien entendu, vous savez que les autochtones de ce quartier sont les Mpongouais. Et bien entendu, Glace est le tout premier quartier de Libreville. Et dans cette partie-là vivaient les Mpongouais et c'était la partie un peu anglaise de la capitale parce que
les Mpongwe vivant du côté de Glace étaient plus sous l'influence coloniale anglaise, tandis que ceux qui habitaient de la partie Louis étaient plus sur la partie française, avant même que ce soit érigé en arrondissement. Mais quand cela a été érigé en arrondissement et que les frontières ont commencé à agrandir, un certain nombre de communautés sont arrivées à s'installer, les communautés étrangères du Nigeria, du Niger, les Haoussa. Cette migration progressive a donné naissance à de nombreux quartiers dans cette circonscription, dont les noms ont une histoire. Les noms des quartiers ou les noms des villages ont changé au fur et à mesure des migrations. Plus les gens venaient et plus les gens changeaient. Plus les noms des quartiers changeaient. Voilà pourquoi le nom originel Nombakele, le quartier Nombakele, c'est la colline des Akélé. Parce que effectivement, les Akélé étaient nombreux dans cette zone-là, c'était leur village, et ils étaient là. Et Nombakele, c'était une grande zone, un grand village. Mais au fur et à mesure que d'autres sont arrivés, comme à Likwala Moussaka, c'est parce qu'effectivement, beaucoup de résidents congolais sont arrivés et habitaient dans cette zone-là. Et ça s'est appelé maintenant Likwala Moussaka. J'imagine que peut-être il en est de même pour Plein Niger. On n'a pas encore l'explication exacte, mais on imagine que les sujets du Niger sont arrivés sûrement dans cette zone-là en grande quantité et s'y sont implantés parce que nous connaissons ce quartier-là comme étant Naïda. Or aujourd'hui, tout le monde appelle ça Plein Niger. Construit par le prince Adondé, fils du roi des Nirapo-Chombo, le célèbre cimetière privé de Plein Niger avait pour objectif d'aider les habitants de cette zone. Le cimetière de Plein Niger, il faut savoir que c'est un cimetière privé à un titre foncier. Et le prince Adondé a décidé de mettre cet espace à la disposition de sa communauté. La communauté Mpongwe, n'étant pas seule à Libreville, a associé les autres groupes ethniques qui cohabitaient avec eux afin d'exploiter ce cimetière-là. Et ils ont donné la gestion à une fondation, la fondation des 4 saisons. Et donc la fondation des 4 saisons gère le cimetière pour les 4 communautés que sont les Mpongwe, les Akélé, les Sekiani et les Benga. À ce jour, le 4e arrondissement de la commune de Libreville compte 23 chefferies et plusieurs commerces. Voilà, nous en sommes édifiés. Sport, championnat national du Maracana Foot. Après le lancement timide de cette discipline en 2015 au Gabon, le Maracana Foot vient de passer un nouveau cap avec l'organisation de son premier championnat national. C'était au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Frédéric Nancy-Pagna, Syria Caris pour le point. Pour cette première, 6 clubs de 3 provinces étaient en lice. Grâce à sa pléiade d'anciens internationaux, le club Les Experts du Gabon, sacré champion national, enregistre 4 victoires sur 5 matchs. Déjà leader dans l'estuaire, avec ce nouveau titre, les Experts du Gabon, figure de proue de la discipline, confirment leur statut. Nous sommes sortis champions de la province de l'estuaire et puis après il nous fallait gagner carrément le championnat national. Nous sommes très satisfaits, très ravis. On a gagné parce qu'on a mis plus de sérieux, on a plus été concentrés que les autres. Au classement général, les Experts du Gabon sont suivis du club Carrefour Léomba et de Manga Sport qui ferment ce podium. Oyem Maracana Club, Akébé et Port-Gentil occupent respectivement les 3 dernières places. Fred Lobo de Manga remporte le trophée de meilleur buteur avec 11 réalisations. L'association gabonaise de Maracana est optimiste après ce premier championnat national. Après 5 années de dur labeur, on arrive quand même pour la première fois à organiser ce championnat national. Vraiment, pour nous, c'est un gros coup de chapeau, vu l'organisation, vu ce qui a été mis en place. Donc, satisfaction totale. Le niveau est acceptable. Je vois qu'au fur et à mesure que nous pratiquons, les joueurs maîtrisent plus en plus les règles du jeu. Les 2 derniers matchs, sinon le match final, qui a permis aux Experts d'être champions, le niveau était élevé, fait de technicité, de mobilité. En perspective, un regroupement de l'équipe nationale gabonaise de Maracana est prévu ce mercredi en vue de la participation à la 8e Coupe d'Afrique de Maracana qui se tient du 23 au 30 septembre prochain en Guinée-Conakry. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain 20h.